Bienvenue sur le cours de Jean-Phi. On va parler maintenant des sous-groupes additifs de R. On va étudier l'ensemble des cosinus n pour n appartenant à z et voir qu'il est dense dans l'intervalle 0,1. Et on va étudier les suites n sinus n cosinus n, 1 sur n sinus n, 1 sur n cosinus n, quand n tend vers plus l'infini. Donc, tout d'abord, les groupes discrets de R. Donc, soit A appartenant à R, AZ égale l'ensemble des AN pour n appartenant à Z, est un sous-groupe évident de R muni de l'addition. Il suffit de prendre deux éléments, AN plus AP, ça fait A facteur de n plus P, donc ça appartient bien à Z. E, qui est égal à A fois 0, appartient à Z. Et si AN appartient à Z, A fois moins N, qui est son symétrique, appartient aussi à Z. Donc c'est un sous-groupe de R+. Et on dira qu'il est discret. Il est discret parce que si A est égal à 0, il est réduit à 0, il est fini. Et si A n'est pas égal à 0, il est en bijection avec Z, donc en bijection avec N. Théorème, les sous-groupes de R+, sont discrets ou denses dans R. Dense, ça veut dire que l'adhérence de G, si j'appelle G le sous-groupe, est égale à R. Démonstration. Bien, si G est égal à 0, 0Z, et ça fait 0Z, il est discret. Si G est différent de 0, il a un élément non nul. Et alors, puisque c'est un groupe, un sous-groupe, l'opposé appartient aussi à G. Donc x1 et moins x1 appartient à G. Donc la valeur absolue de x1, qui est le sud des deux, appartient à G, si bien qu'il y a un élément non nul, strictement positif. Donc il y a un élément dans cet ensemble. Donc cet ensemble est non vide, il est évidemment minoré par 0, G inter R plus étoile est minoré par 0, donc il admet une borne inférieure que je vais appeler A, qui est supérieure ou égale à 0. Premier cas, A est strictement positif, donc on a cette inégalité, et il existe, comme A est la borne inférieure, je peux trouver X appartenant à G entre A et 2A. D'accord ? Supposons que A n'appartienne pas à G. Si A est inférieur à X, alors si A n'appartient pas à G, on a forcément A inférieur à X, puisque X, lui, il appartient à G. D'accord ? Donc on a A inférieur à X. Et comme A est inférieur à X, il existe un Y dans G tel que A est inférieur à Y inférieur à X, parce que A est la borne inférieur. Et donc le x il est toujours inférieur à 2a. Donc, par soustraction, j'ai x moins y qui est inférieur à 2a moins a. D'accord ? Donc j'ai x moins y qui est entre 0 et a. Oui, il est inférieur à 2a moins a, c'est ça. Oui. Et donc, x moins y, alors, x moins y, x appartient à g, y appartient à g, et j'ai donc x moins y qui appartient à g, et qui est strictement inférieur à la borne inférieure. Donc, il y a un problème. Donc, ça veut dire que A appartient à g. J'avais supposé que A n'appartenait pas à g. Donc, A appartient à g. Si A appartient à g, alors AN appartient à g, quel que soit n positif, par exemple, quel que soit l'entier naturel n, puis ensuite quand on prend les symétriques, on aura a fois moins n, quel que soit n, entier positif. Donc en fait on a an qui appartient à z, quel que soit an qui appartient à g, quel que soit n appartenant à z. Donc l'ensemble az est inclus dans g. Soit x appartenant à g. On considère x sur a, sa partie entière, qu'on appelle n. Et donc on a n fois a, on a x qui est compris entre na et n plus 1 a, ça c'est voir la partie entière,
Et donc, à partir de ça, on peut dire que x moins an est supérieur ou égal à 0, bien sûr, et qu'il est inférieur strictement à a. Bon. Alors, ça, x moins an, a fois n, ça veut dire a fois n, ça appartient à g, et x aussi. Et c'est inférieur à a, qui est la borne inférieure. Donc ça veut dire que x moins an est égal à 0. D'accord? Puisque pour être inférieur à a, ça veut dire qu'il est égal à 0. Et donc ça veut dire que x appartient à z. Alors j'avais, et ça, quel que soit x appartenant à g. J'avais déjà az inclus dans g. Donc là, j'obtiens que g est inclus dans az. Donc g est égal à az. Et donc, il est discret. Deuxième cas, parce que j'étais dans le premier cas, où a était supérieur à 0. Deuxième cas, a est égal à 0. Je prends x appartenant à R et alpha positif. Et je veux montrer que la boule de centre x et de rayon alpha inter G est différente du vide. Eh bien, inf de G inter R étoile plus est égal à 0, puisque A est égal à 0. Donc ça veut dire qu'il existe U appartenant à G strictement positif, tel que U est entre 0 et alpha. Et donc, en prenant là encore la partie entière de x sur U, je vais avoir que x est entre nu et strictement n plus 1u. D'où j'en déduis que x est inférieur à nu plus u. D'accord? Et nu, et comme u est inférieur à alpha, ça fait inférieur à nu plus alpha. Donc, x moins alpha, je vais passer de l'autre côté, est inférieur à nu. Nu qui est inférieur ou égal à x. D'accord? Et x qui est inférieur à x plus alpha, bah oui, ça c'est normal puisque alpha est positif. Donc j'obtiens bien que nu est entre x moins alpha et x plus alpha. Donc dans cet intervalle. Ce qui veut dire que quel que soit x appartenant à R, et quel que soit alpha positif, eh bien la boule de centre x et de rayon alpha inter G est différente du vide. Et ça signifie exactement que l'adhérence de G est égale à R. Nous avons montré que les sous-groupes de R+, sont AZ. Alors AZ avec A appartenant à R, on peut choisir R positif parce que l'ensemble AZ, il est pareil que l'ensemble moins AZ, puisque les A fois K sont pareils que les moins A fois moins K. Donc on peut choisir A positif ou dense dans R. Alors, si G est un AZ, si A est égal à 0, G est le singleton nul, il est clair que sur la droite des réels, la boule de centre 1 et de rayon 1,5 ne contient pas 0, et donc le G bar est différent de R. Et si A est différent de 0, je suis dans cette situation avec un A positif, la boule de centre A sur 2 et de rayon A sur 4, évidemment, ne contient pas d'éléments de la forme AN, puisque les éléments les plus proches, c'est 0A et 1A, et je vois bien qu'il ne contient pas. Donc, tout ça pour dire, et c'était évident, qu'on ne peut pas être à la fois dense dans R et puis discret. Voilà. Alors, on va démontrer maintenant que l'ensemble des cosinus n appartenant à z et l'ensemble des sinus n appartenant à z sont denses dans moins 1. Donc, démonstration, je considère G égale 1z plus 2 pi z, un sous-groupe qui est un sous-groupe de R+. Alors, c'est un sous-groupe de R+, comme addition de deux sous-groupes de R+. Et ceux qui ne connaissent pas ça, ils prennent deux éléments, A plus 2 pi B, A' plus 2 pi B', ils les additionnent, ça fait bien A
plus A' plus 2pi B plus B', avec les A', BB' appartenant à Z. Et donc, il y a stabilité. 0 qui est égal à 0 plus 2pi fois 0 appartient à G, élément neutre pour l'addition. Et puis, si j'ai A plus 2pi B qui appartient à ce groupe, à G, eh bien, moins A moins 2pi B plus 2pi fois moins B appartient aussi. Donc, j'ai bien un sous-groupe de R+. Donc, soit il est discret, soit il est dense. Supposons qu'il soit discret, avec donc A supérieur ou égal à 0. J'ai donc 1 qui est 1 plus 2pi fois 0 qui appartient à G, donc qui est de la forme K. Et j'ai 2pi qui est 0 plus 2pi fois 1 qui appartient à G, et donc 2pi qui est égal à n fois. Donc n forcément appartenant à n, puisque A est positif, et là K appartenant à n. Bon, de ça, j'obtiens que K est non nul et que A est égal à 1 sur K. Je le remplace ici, ça fait pi égale n sur 2K qui appartient à Q. Et ça, c'est impossible. Donc, ça veut dire que G n'est pas de cette forme-là, et donc G est dense dans R. Je considère la fonction cosinus, définie sur R, continue, surjective. Et si je prends y appartenant à moins 1, je sais qu'il existe au moins un x appartenant à R, tel que y est égal à cosinus x. Il suffit de prendre arc cosinus de y. Donc ça me donne un x qui appartient à 0 de pi. Et donc je choisis cet x là et je dis que puisque G est dense dans R, eh bien il existe une suite xn de G qui converge vers x. Et donc comme f est continu, la limite de f de xn va être égale à f de x, c'est-à-dire à y. Donc j'ai y qui est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, des cosinus de xn. Alors xn, il appartient à g, donc il est de la forme k fois 1 plus 2pi fois m, k plus 2pi m. Et donc son cosinus va être égal à cosinus de k plus 2pi m. Mais comme la fonction cosinus est 2pi périodique, ça va faire cosinus k. Et donc cosinus k, ça appartient bien à l'ensemble des cosinus n pour n appartenant à z, que j'appelle h. Un ensemble qui évidemment est inclus dans moins 1, 1. D'accord ? Donc, quel que soit y appartenant à moins 1, 1, j'ai su trouver une suite hn de h. C'est la suite des... Le hn, c'est cosinus... en fait, c'est les cosinus xn. Tel que hn tend vers y. Et donc ça implique bien que h est dense dans moins 1. Et donc j'ai démontré que h, c'est ça, est dense dans moins 1. Et bien pour celui-là, c'est exactement pareil. Mais il faut juste changer la fonction cosinus en la fonction sinus. En fait, on peut démontrer mieux, on peut démontrer que l'ensemble des cosinus n pour n appartenant à n au lieu de z et l'ensemble des sinus n pour n appartenant à n sont tous les deux denses dans moins 1. Pour cosinus n, c'est évident parce que cosinus de moins n est égal à cosinus n. Donc cet ensemble-là est égal à l'ensemble des cosinus n pour n appartenant à z, donc il est dense dans moins 1. Alors pour démontrer l'autre, c'est plus compliqué. On va d'abord démontrer que n plus 2pi z est dense dans R. Alors, on suppose qu'il ne l'est pas. Et donc on peut trouver un intervalle i ouvert de grand R, tel que i ne contient qu'un nombre fini ou vide d'éléments de n plus 2pi z. Donc en enlevant éventuellement ce nombre fini d'éléments de n plus 2pi z, on va trouver un intervalle plus petit, inclus dans i, qui ne contient aucun élément de n plus 2pi z, donc un AB inter n plus 2pi z égale vide, et je l'appelle delta. Soit delta prime maintenant AB inter z plus 2pi z. Donc lui, il est infini parce que z plus 2pi z bar est égal à R. Z plus 2pi z est dense dans R. Donc il y a une infinité d'éléments y dans delta prime, j'en prends 2, avec y2 supérieur à y1, donc y2 moins y1 positif. Évidemment, comme ils appartiennent tous les deux à z plus 2pi z, la différence aussi, puisque c'est un groupe. Si y appartient à n plus 2pi z, on choisit u appartenant à 1 plus 2pi z, j'aurais pu prendre 2pi z en fait. Et u inférieur à a, ce qui est possible parce que 1 moins 2pi n tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini.
Je prends la partie entière de A moins U sur Y. Alors A moins U est positif, Y aussi. Donc K il va être positif. Et j'ai cette inégalité. Et en considérant Z égale U plus K plus 1 Y, d'après cette inégalité, il va être supérieur à A. Et il peut s'écrire comme ça. Et U plus KY est inférieur ou égal à A. Donc ça va être inférieur ou égal à A plus Y, donc inférieur à B. Donc Z va appartenir à cet intervalle. Et comme U appartient à 1 plus 2 pi Z et que Y appartient à N plus 2 pi Z, quand je vais le multiplier par K plus 1, il va appartenir aussi à N plus 2 pi Z. Et par addition, Z va appartenir à N plus 2 pi Z et à l'intervalle AB. Hein, ça vient du fait qu'il appartient à N plus 2 pi Z parce que K est positif. Donc quand je multiplie par K plus 1, ça reste positif. Et donc Z appartient à delta, ce qui n'est pas possible. Si Y n'appartient pas à N plus 2 pi Z, eh bien Y est égal à moins N plus 2 pi P, où M appartient à N et P appartient à Z. On prend alors U appartenant à 1 plus 2 pi Z, là aussi j'aurais pu prendre pi Z, 2 pi Z, et U supérieur à B, ce qui est possible parce que 1 plus 2 pi N tend vers plus l'infini, quand N tend vers plus l'infini. Là, je prends K égale partie entière de U moins B sur Y, donc U moins B positif, Y aussi, donc le résultat est positif, j'ai cette inégalité, et donc j'ai U moins K plus 1 Y qui est inférieur à B, et U moins K plus 1 Y qui est égal à ça, qui est donc supérieur ou égal à B moins Y, qui est supérieur à A. Alors, cette inégalité, elle vient du dessin, hein, B moins Y, on voit que c'est supérieur à A. Alors, Z moins U, Z égale U moins K plus 1 Y, je viens de voir qu'il appartient à l'intervalle ouvert AB, mais U est un 1 plus 2 pi Z, et puis moins, alors je prends le moins dedans, hein, K plus 1 Y, K est positif, et le Y qui s'écrit en fait moins M plus 2 pi Z. Donc quand je vais le multiplier par K plus 1, ça va faire plus MK plus 1, qui va se rajouter au 1. Bref, ça va faire une partie entière, plus 2 pi fois quelque chose. Donc ça va appartenir à N plus 2 pi Z, car K est positif. Donc Z va appartenir à AB et à ça, donc à delta, ce qui n'est pas possible. Donc finalement, ça veut dire que N plus 2 pi Z est dense dans R. Alors la fin de la démonstration était identique à la précédente, je ne vais pas la faire, hein, c'est une histoire de suite. Et du fait que sinus est une application continue et surjective de R vers 0, 1, et que N plus 2 pi Z est dense dans R, eh bien quand on prend ça, ça donne ça. Et donc F bar, c'est-à-dire F c'était l'ensemble des sinus N pour N appartenant à N, eh bien ça veut dire que cet ensemble-là est dense dans 0,1 et c'est terminé. Montrons que les suites cosinus n, sinus n sont bornées et divergentes. Alors, pour borner, c'est évident, puisque les cosinus n et sinus n appartiennent à l'intervalle moins 1. Supposons que cosinus n soit convergente vers une limite grand L, donc qui appartient à l'intervalle moins 1. Donc à partir d'un certain rang, on aura cosinus n moins L en valeur absolue inférieure à 1 dixième. Donc les cosinus n vont appartenir à l'intervalle moins 1, 1, intersection ça, à partir d'un certain rang. Alors ça c'est un intervalle de longueur 1 cinquième, hein, donc l'intervalle I va être de longueur inférieure ou égale à 1 cinquième. Voilà. Eh bien, j'ai l'intervalle I qui est de longueur 1, puis à l'intérieur j'ai un intervalle de longueur 1 cinquième, donc à gauche ou à droite de celui-là, je vais trouver un intervalle AB, qui est inclus dans moins 1, et dont l'intersection avec I est vide. Et donc, pour n supérieur ou égal à n, puisque les cosinus n doivent appartenir à I, ben, ils n'appartiendront pas à AB. Donc, AB intersection l'ensemble des cosinus n pour n compris entre 0 et n, ben, va être soit vide, soit fini. Alors, si c'est vide, ben, on va prendre l'intervalle UV égale AB. Et si c'est pas vide, c'est-à-dire s'il y a des cosinus n dans AB, eh bien, on va prendre à l'intérieur de AB un intervalle, c'est facile à trouver, un intervalle UV qui ne contient pas ces cosinus n. D'accord ? Voilà. Alors, à ce moment-là, aucun des cosinus n ne va appartenir à l'intervalle UV.
ni ceux qui étaient dans AB, ni ceux qui étaient dans grand I. Donc, quel que soit n appartenant à n, cosinus n n'appartient pas à UV. Et évidemment, ça contredit le fait que l'ensemble des cosinus n pour n appartenant à n est dense dans moins 1. Alors, supposons maintenant que c'est sinus n qui tend vers L, grâce à cette formule-là, et en voyant que sinus 1 est différent de 0 parce que 1 est différent de kpi, k appartient à z, donc pi est irrationnel, donc il ne peut pas être 1 sur k. Je vais avoir cosinus n qui sera égal à ça, qui tend vers L moins L cosinus 1 sur sinus 1. Donc ça veut dire que la suite cosinus n serait convergente, ce qui n'est pas le cas. D'où le résultat. Alors maintenant, les suites bornées en valeur absolue sont divergentes. Attention, le fait que cosinus n, sinus n sont divergentes, ça n'implique pas directement ça. D'accord. Alors, on remarque que si valeur absolue de cosinus n tend vers L, alors L est entre 0 et 1, et cosinus carré n tend vers L2, sinus carré n tend vers 1 moins L2, et valeur absolue de sinus n tend vers racine de 1 moins L2. Et inversement, si sinus n tend vers L, alors pareil, sinus carré n tend vers L2, cosinus carré n tend vers 1 moins L2, et cosinus n tend vers racine de 1 moins L2. Tout ça pour dire que il suffit que l'une de ces deux suites soit convergente pour que l'autre le soit. Donc, supposons par exemple que sinus n tend vers, en valeur absolue vers L. Sinus de 2n en valeur absolue va être égal à ça. Et donc, je vais avoir, puisque sinus de 2n tend aussi vers L, L égale 2L racine de 1 moins L2. Et L est différent de 0, parce que sinon, sinus n tendrait vers 0, en valeur absolue, donc sinus n tendrait vers 0, et on a vu avant que sinus n n'était pas convergente. Donc, on obtient que 1 moins L2 est égal à 1 quart en mettant au carré, et donc que L2 égale 3 quarts, et comme L est positif, L égale racine de 3 sur 2. Donc sinus n en valeur absolue tend vers racine de 3 sur 2, et cosinus n tend vers, en valeur absolue, vers 1 demi. Cosinus carré n plus... Non. Alors, cosinus n plus 1, c'est cosinus n cosinus 1 moins sinus n sinus 1. Donc, au carré, ça fait ça. Alors, je développe, il va y avoir du cosinus carré n cosinus carré 1, plus sinus carré n sinus carré 1, je les envoie de l'autre côté, et il va rester, côté droit, du moins 2 sinus n cosinus n, donc ça fait moins sinus 2n, cosinus 1 sinus 1. D'accord? Donc ce moins sinus 2n cosinus 1 sinus 1, il tend vers ça qui tend vers, alors cosinus carré n plus 1, il tend comme cosinus carré n, et cosinus carré n, il tend vers 1 quart, d'accord? Donc 1 quart, moins, alors le cosinus carré n, cosinus carré 1, 1 quart cosinus carré 1, moins le sinus carré n, sinus carré 1, c'est-à-dire 3 quarts sinus carré 1. Donc ça, ça fait 1 moins cosinus carré 1, ça fait sinus carré 1 sur 4, moins 3 quarts sinus carré 1, ça fait moins 2 quarts, ça fait moins 1,5 de sinus carré 1. Voilà. Donc ça tend vers ça. Comme le sinus 1, on l'a déjà vu, était différent de 0, je peux diviser par sinus 1. Et donc ça fait moins sinus, et puis je divise par moins, ça fait sinus de 2n qui tend vers sinus 1 sur 2 cosinus 1. Ah oui, alors je peux le faire aussi, parce que cosinus 1 n'est pas égal à 0, tout simplement parce que 1 n'est pas égal à pi sur 2 plus kpi, ça provient de l'irrationalité de pi. Donc j'ai sinus n qui est égal à ça, et donc comme sinus de 2n, sinus de 2n qui tend vers ça, mais il tend vers racine de 3 sur 2, ce sinus de 2n, en valeur absolue. Donc ça fait que racine de 3 sur 2 va être égale à valeur absolue de sinus 1 sur cosinus 1, c'est-à-dire tangente 1. Tangente 1, ça appartient à 0 pi sur 2, pi c'est 3,14 divisé par 2, voilà.
Et donc, tangentin, il est positif, donc ça, on enlève les valeurs absolues. Et tangentin va être égal à racine de 3. Et racine de 3, c'est la tangente de pi sur 3. Donc j'ai pi sur 3 et puis 1 qui appartiennent à cet intervalle-là et qui ont la même tangente. Donc 1 est égal à pi sur 3, ce qui évidemment est faux. D'accord ? Et donc comme c'est faux, eh bien, je vois que la suite sinusienne n'est pas convergente. Et d'où j'en déduis que la suite cosinusienne n'est pas convergente non plus. Propriété, les suites n cosinusiennes, n sinusiennes sont divergentes. En effet, si n cosinusienne était convergente vers de limite grand L, alors comme 1 sur n tend vers 0, par multiplication, on n'aurait que cosinusienne tend vers L fois 0, c'est-à-dire vers 0. Or, on sait que la suite cosinusienne n'est pas convergente. Et donc c'est faux, la suite n cosinusienne n'est pas convergente. C'est exactement identique avec n sinusienne. La suite n sinusienne ne tend pas vers plus l'infini. Alors là c'est beaucoup plus compliqué. On va utiliser un théorème d'approximation des irrationnels de Dirichlet avec la méthode des tiroirs, un théorème qu'on démontrera à la fin de ce chapitre. Si alpha est irrationnel, il existe deux suites PNQN d'entiers naturels tels que la valeur absolue de alpha moins Pn sur Qn est inférieure à 1 sur Qn au carré et Pn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc on va prendre alpha égale 2pi qui est irrationnel et donc ça fait 2pi Qn moins Pn en valeur absolue inférieure à 1 sur Qn parce que j'ai multiplié par Qn. Sinus, valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à x, à valeur absolue de x. Donc ça nous fait que sinus, valeur absolue de sinus de ça, est inférieure ou égale à ça, donc est inférieure à 1 sur Qn. Donc ça nous fait que Pn sinus, parce que ça vaut sinus de moins Pn, moins sinus Pn. Mais en valeur absolue, ça fait valeur absolue de sinus Pn. Donc valeur absolue de sinus Pn est inférieure à 1 sur Qn. Donc Pn, valeur absolue de sinus Pn, est inférieure à Pn sur Qn. Alors Pn sur Qn, on peut l'écrire comme étant 2pi moins 2pi plus Pn sur Qn. Et donc j'applique l'inégalité triangulaire. Ça va être inférieur ou égal à 2pi plus module de ça. Module de ça qui est inférieur ou égal, c'est 2pi moins Pn sur Qn, est inférieur à 1 sur Qn au carré. Là je me suis trompé. D'accord? Et ce 1 sur Qn au carré est évidemment inférieur ou égal à 1. Donc, ça montre que c'est inférieur à 2pi plus 1. Donc, j'ai cette suite Pn sinus Pn qui est en fait majorée. Donc, comme elle est majorée, la suite Pn, donc sinus Pn est majorée, est bornée. Donc la suite n sinus n ne peut pas tendre vers plus l'infini puisqu'on y a extrait une sous-suite qui, elle, ne tend pas vers plus l'infini puisqu'elle est bornée. Donc n sinus n ne tend pas vers plus l'infini. Alors pour la suite n cosinus n en valeur absolue, donc elle ne tend pas non plus vers plus l'infini, c'est encore un peu plus compliqué. Alors il faut faire la même chose en remplaçant alpha par pi sur 2 au lieu de 2pi. Donc on admet qu'il existe Pn, Qn vérifiant ça. Donc ça c'est le théorème de Dirichlet, avec Pn qui tend vers plus l'infini. Mais ce qu'on admet en plus, c'est qu'il faut que Qn soit impair. Ça je ne le démontrerai pas tout à l'heure. C'est un peu plus compliqué. Sans doute faut-il utiliser les fractions continues. Ça, je ferai peut-être un chapitre là-dessus plus tard. Donc, après, si on admet ça, la démonstration est identique. On prend sinus pi sur 2 Qn moins Pn, c'est-à-dire on est à ce stade, qui est inférieur ou égal à pi sur 2 Qn moins Pn, inférieur à 1 sur Qn, et on montre que ce 1 sur Qn
Oui, c'est ça, est inférieur à 1 sur Qn. Donc on multiplie ensuite par Pn, ça je ne l'ai pas fait ici. Et donc ça nous fait que Pn cosinus Pn, Pn cosinus Pn, cosinus Pn, voilà, est inférieur à Pn sur Qn. Et ce Pn sur Qn, comme tout à l'heure, on le majore en fait, d'ailleurs il est positif, hein, je peux très bien écrire comme ça. Hein. On le majore par 1 plus pi sur 2. Il est inférieur à 1 plus pi sur 2. Si bien qu'on obtient une suite Pn cosinus Pn qui est bornée. Pn cosinus Pn est bornée. Donc la suite n cosinus n ne peut pas converger vers plus l'infini puisque on y extrait une sous-suite qui est bornée, d'où le résultat. Nous allons voir maintenant donc un des théorèmes de Dirichlet qui nous a servi pour pour prouver que n sinus n ne tend pas vers plus l'infini. C'est un théorème qui concerne l'approximation des nombres irrationnels. Alors voilà ce qu'il dit. Alpha étant un irrationnel positif, il existe deux suites Pn-Qn d'entiers naturels, vérifiant valeur absolue de alpha moins Pn sur Qn inférieur à 1 sur Qn au carré, avec Pn qui tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Alors, on va le prouver en plusieurs étapes, donc ça c'est juste la première étape. C'est pas vraiment très difficile, mais c'est assez minutieux comme travail. Donc, quel que soit petit n appartenant à une étoile, je note un égale n alpha moins partie entière de n alpha, donc la partie fractionnaire de n alpha. Donc, elle appartient à 0, 1, à l'intervalle ouvert 0, 1. un n'est pas égal à 0, parce que si un était égal à 0, ça ferait n alpha est égal à partie entière de n alpha, donc en divisant par n, ça ferait une fraction rationnelle, et alpha n'est pas un nombre rationnel. On remarque aussi que si i est différent de j, ui est différent de uj. Sinon, on aurait i alpha moins e i alpha est égal à j alpha moins e j alpha. Et donc, on fait passer tout du même côté, on factorise par i moins j. Et on a alpha qui serait égal à e i alpha moins e j alpha sur i moins j, qui appartiendrait à q, ce qui est faux. Alors maintenant, on va appeler ça le m des tiroirs. On va considérer n appartenant à une étoile et on écrit l'intervalle fermé 0,1 comme réunion des intervalles k sur n, k plus 1 sur n, fermé aussi, pour k allant de 0 à n-1. Donc on a au total n intervalles et on considère les n plus 1 réels un. Pour n allant de 1 à n plus 1. D'accord? Alors les un, on a déjà dit qu'ils appartenaient en fait à l'intervalle ouvert 0,1. D'accord? Donc voilà, ils appartiennent bien à cette réunion, mais ils sont au nombre de n plus 1. Alors que là, il y a n intervalles. Donc forcément, il y en a deux des un, deux avec d'indices différents, qui vont se trouver dans le même intervalle. Alors, bon, bah, les indices en question, je les appelle n et m, hein, donc indices compris entre 1 et n plus 1. Je suppose n inférieur à m. Hein. Et puis, ils appartiennent à l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. D'accord? Voilà. Là, on appelle ça le m de tiroir. C'est comment par exemple, j'ai n plus une chaussette et j'ai n tiroirs, forcément, il y a au moins deux chaussettes qui vont être dans le même tiroir. Voilà. Eh bien, un est différent de k sur n, hein, sinon on aurait, on remplace ici k sur n, on fait passer la partie entière de l'autre côté, et puis on divise par n, et donc alpha appartiendra à q. De même, c'est pas égal à, je fais la même chose avec k plus 1 sur n, donc c'est pas égal, et je fais la même chose pour un, voilà.
Donc en fait, les UM en question, ils appartiennent à l'intervalle ouvert ici. Hein. Et l'écart entre les deux est inférieur strictement à la largeur de cet intervalle, 1 sur n. Bon, je note Q égale M moins N, donc supérieur ou égal à 1. Je pose Q égale M moins N. Hein, et évidemment, Q, il est entre 1, mais il est plus petit que N. Pourquoi? Parce que N et M sont entre 1 et N plus 1. Voilà. Et je pose P égale la partie entière de M alpha moins la partie entière de N alpha qui est supérieure ou égale à 0, car ce nombre-là, M alpha, est plus grand que le nombre N alpha, donc la partie entière de M alpha est supérieure ou égale à la partie entière de N alpha. Bon, et bien finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, et bien j'obtiens que Q alpha moins P est inférieur à 1 sur N, parce que UM moins UN, là, le UM moins UN, ça fait quoi? Ça fait M moins N alpha, c'est-à-dire P alpha, moins partie entière de N alpha, moins partie de M alpha, moins partie entière de N alpha, donc ça fait moins P. Voilà. Donc j'obtiens Q alpha moins P est inférieur à ça. Je divise et je note que puisque Q est inférieur ou égal à N, ce N là étant supérieur à Q, ça fait, voilà, ça fait ça. Donc si je divise, effectivement, ça fera alpha moins P sur Q inférieur ou égal à 1 sur Q2. Alpha moins P sur Q inférieur strictement même à 1 sur Q2. Bon, j'en suis pas tout à fait là. Pour le moment, donc j'ai donc démontré que pour tout entier n, il y avait ces entiers P et Q qui vérifiaient toutes les conditions précédentes. Maintenant, je voudrais en faire une suite de ces entiers. Et donc, je vais dire la chose suivante. Pour n appartenant à n étoile, je prends le premier intervalle, c'est-à-dire le cas le plus petit, tel que l'intervalle contienne deux indices distincts, enfin c'était quoi? Deux UN distinctes. Et pour les indices, je prends le plus petit UN qui appartient à cet intervalle, et le plus petit m, non pas le plus petit UN, le plus petit n tel que UN appartient à cet intervalle, et le plus petit m strictement supérieur à n tel que UN appartient à cet intervalle. Voilà. Donc j'appelle le Q, je l'appelle, il dépend maintenant de grand N, il dépendait aussi avant, mais là j'ai bien dit exactement comment je le construis. Donc le P et puis le N, je les appelle P de N, Q de N, j'en fais donc une suite qui vérifie ça. Parce que là, quand je divise par Q, ça fait 1 sur NQ, donc 1 sur NQN. D'accord? Ce qui fait, comme N est inférieur ou égal à N, je peux dire que alpha moins Pn sur Qn est inférieur strictement à 1 sur Qn au carré. Voilà. Et puis j'ai le Qn qui est comme ça. Et je remarque quand même, c'est très important, que ce 1 sur NQN, il est forcément plus petit que 1 sur N, et que le 1 sur grand N, il tend vers 0. Il tend vers 0, d'où j'en déduis que la suite Pn sur Qn, suite de nombres rationnels, elle tend vers alpha. D'accord? Donc Pn sur Qn tend vers alpha. Voilà. Et j'en ai terminé pour cette première étape. Et la deuxième étape, je vais voir que de cette suite Pn, je vais montrer d'abord que cette suite Pn sur Qn contient une infinité de nombres rationnels, de fractions distinctes. Et puis ensuite, je vais montrer que les Qn ou les Pn, je ne me souviens pas bien, sont en nombre infini. Et puis ensuite, que je peux en extraire une suite Pn aussi qui tend vers plus l'infini. On continue la démonstration. On a déjà prouvé ça. Et maintenant, on passe à l'étape 2. Donc on va considérer, on veut démontrer que l'ensemble des fractions rationnelles Pn sur Qn qu'on a trouvé précédemment est infini. Donc on note bêta n, ces fractions. Alors, supposons le contraire, c'est-à-dire supposons que E soit fini. Alors,
l'ensemble des dn, hein, qui représente la distance entre alpha et les bêta n, hein, va être fini, puisque bêta n prend un nombre fini de valeurs. Et donc il a une plus petite valeur d, qui est un alpha moins bêta n 0. Bon. Mais on sait que dn hein, tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, hein, puisque les bêta n tendent vers alpha. Donc d doit être égal à 0. Ce qui veut dire que alpha va être égal à bêta n 0, et donc appartenir à q, ce qui est faux. Donc E est bien l'infini. Étape 3, on va maintenant qu'on sait que le nombre de fractions est infini, on va démontrer que leurs dénominateurs sont en nombre infini aussi. Alors, sinon, on suppose qu'ils sont en nombre fini, Qn1, Qn2 jusqu'à Qnp. Donc soit un des Qn qui est là-dedans, donc qui appartient à E. On considère... Alors là, je fais une longue démonstration pour prouver quelque chose qui est presque évident. C'est une fonction affine définie sur R qui a à x et correspond à Qn alpha moins x. Donc n, là j'ai fixé, Qn. Et donc elle est comme ça évidemment et elle s'annule une fois. Alors en 0, elle prend la valeur Qn alpha, qui est Qn est supérieur ou égal à 1 et alpha est positif. Donc voilà, ça c'est strictement positif. Et donc elle va s'annuler une fois après, puisque ça tend vers moins l'infini. Une fois seulement, puisqu'elle est strictement décroissante, en x0. Un x0 qui est, qui n'est pas égal à 0, bien sûr. Alors, je prends U, la partie entière de x0. Donc x0 est entre U et U plus 1. Et donc si je prends n supérieur à u plus 1, comme la fonction elle est croissante, je vais avoir f de n qui est inférieur à f de u plus 1. Et f de u plus 1, je suis par là, u est là, et u plus 1 est là. Et f de u plus 1, lui, va être plus petit que f de x0 égale 0. Donc en fait, je vais avoir f de n en valeur absolue, hein, c'est-à-dire que je m'écarte en fait. Quand n est supérieur à u plus 1, bien la distance entre Qn alpha et n devient de plus en plus grande. C'est ça que ça veut dire. Donc Qn alpha moins n va être en valeur absolue supérieur à Qn alpha moins u plus 1. Ça c'est u plus 1. D'accord? Voilà. Et maintenant si je prends n inférieur à u, c'est de l'autre côté. Là aussi, quand je vais m'écarter, je vais voir que la distance par rapport à Qn alpha va être de plus en plus grande. Ce qui, encore une fois, semble évident. Hein. Donc, j'ai f de n supérieur à f de u, qui est supérieur à f de x0 égale 0. Donc, j'ai Qn alpha moins n, qui va être plus grand que Qn alpha moins u, qui lui est strictement positif, parce que, encore une fois, si c'était nul, alpha serait le nombre rationnel u sur Qn. Hein. Et là, c'est pareil. Donc, j'ai Qn alpha moins n qui est supérieur au plus petit de ces deux nombres-là. Et comme ces deux nombres-là sont strictement positifs, ce que j'appelle AN, le plus petit des deux, est positif. Et je fais ça maintenant pour tous les n. Alors en fait, ça revient à faire ça pour tous les Qn. Et les Qn sont en nombre fini. Donc en fait, des AN, je ne vais pas en avoir tant que ça. Je vais avoir AN1, AN2, ANP, d'accord? Et donc, mon Qn alpha moins n, il va être supérieur à AN1, AN2, AN3, etc. Donc, il va être supérieur au plus petit de ces P nombres. Et comme chacun d'entre eux est strictement positif, le plus petit est strictement positif, d'accord? Et je l'appelle... Ce plus petit, je l'appelle A. Et donc ça veut dire que Qn, là j'étais un petit peu léger, le Qn alpha moins n est supérieur à A, donc là c'est A sur, ça doit être A sur n. Alors oui, il ne faut pas que je me trompe. Qn alpha moins n est supérieur à A, et donc je divise par Qn, c'est A sur Qn. Voilà. D'accord? Donc j'ai
j'ai ça qui est supérieur à A sur Qn, hein, quel que soit n. Voilà, c'est ça. Sauf que moi, mon Qn, bah là, je peux supposer qu'ils sont ordonnés. D'accord? Donc, si je les suppose ordonnés, eh bien, je peux dire que ça va être supérieur à 1 sur Qn. Ce Qn là, il va être supérieur à A sur Qn T. D'accord? Quel que soit n appartenant à n étoile. Or, ça c'est un nombre fixe, strictement positif. D'accord? Et moi je voudrais que, je sais que Pn sur Qn tend vers alpha. Donc ça tend vers 0. C'est pas possible puisque c'est supérieur à un nombre qui est strictement positif. Donc c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on a mal supposé et que E, ensemble des Qn, était infini. Et maintenant on va passer à l'étape 4. Donc l'étape 4 qui va consister à dire que de toutes ces fractions-là, je vais pouvoir extraire une sous-suite des bêta n tels que les numérateurs Pn tendent vers plus l'infini. Étape 4, on va montrer que l'ensemble des numérateurs des fractions, donc l'ensemble des Pn, n appartenant à n étoile est infini. Supposons le contraire. Donc s'il n'est pas infini, s'il est fini, les Pn sont majorés, par exemple à A strictement positif. Mais on sait que l'ensemble des dénominateurs Qn est une partie infinie de grand N. Donc on peut facilement construire par récurrence une suite strictement croissante de dénominateurs, d'éléments de f en posant Qn0 égale le premier, Q0. Puis ensuite, à chaque étape, on passe de nk à nk plus 1 en disant Qnk plus 1, c'est le plus petit des Qn qui sont supérieurs à Qk. Alors, cet ensemble-là, il est forcément infini, parce que comme cette partie-là est infinie, ceux qui là-dedans sont supérieurs à Qk sont en nombre infini. Et donc dans cette partie infinie de n, il y a un plus petit élément, et c'est celui-là qu'on prend. Et donc Qnk plus 1 est supérieur à Q, et là je me suis trompé, c'est nk. Voilà. Et donc j'ai une suite strictement croissante, ce qui est évident, hein, demeurant, de grand N. Ça revient à construire une injection strictement croissante aussi de n vers f. Alors, c'est une suite donc strictement croissante, et donc la limite des Qnk quand k tend vers plus infini est égale à plus infini. Alors, mes Pnk sur Qnk sont des Pn sur Qn comme on avait avant. Donc, sauf que là, Pnk est inférieur ou égal à 1, tous les Pn sont inférieurs ou égal à 1, sur Qnk, et donc comme Qnk tend vers, quand k tend vers plus infini, Qnk tend vers plus infini, ça tend vers 0. D'accord ? Et on sait que alpha moins Pnk sur Qnk est inférieur à 1 sur nk Qnk, ce qui est inférieur à 1 sur Qnk, et ça tend vers 0 quand k tend vers plus infini. J'aurais pu mettre que c'était inférieur à 1 sur n k, mais je ne suis pas sûr que les nk tendent vers... Tel que je l'ai construit, ma suite Qnk, je sais qu'elle tend vers plus infini, mais les nk qui correspondent, je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Donc ça tend vers 0, donc la valeur absolue tend vers 0, et donc ça veut dire que la limite de ça est égale à la 0. Donc la limite des Pnk sur Qnk, qui était égale à alpha, mais comme les Pnk sur Qnk tendent vers 0, ça voudrait dire que alpha est égal à 0.
C'est-à-dire, ça veut dire que limite de ça fait 0, mais comme limite de ça fait 0, ça veut dire que alpha est égal à 0. Donc il appartient à Q, ce qui est faux. Donc E est infini. On avait mal supposé. Donc l'ensemble des numérateurs Pn, n appartenant à n étoile, est infini. C'est une partie de n, donc là aussi on peut en extraire une sous-suite strictement croissante de Pnk, telle que les Pnk tendent vers plus l'infini. Et donc, on va avoir les alpha moins PNK en valeur absolue sur QNK, ben évidemment, ils vont être inférieurs à 1 sur NK QNK, comme on avait avant. Et ça, puisque les NK sont toujours supérieurs ou égal au QNK, ça va donc être inférieur ou égal à 1 sur QNK au carré. Et donc en changeant les noms de ma suite et en appelant PK, hein, au lieu d'appeler PNK et QNK, j'appelle PK et QK, ce qui revient à appeler PN et QN. Je vais avoir alpha moins PN sur QN en valeur absolue inférieure à 1 sur QN au carré, avec limite de PN quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à plus l'infini. C'est exactement ce que je voulais démontrer, qui m'a permis de démontrer ensuite que la limite de n sinus n quand n tend vers plus l'infini n'est pas égale à plus l'infini. Quelques compléments tardifs à cette leçon que j'ai fait il y a plus de 2 ans. Je prends A appartenant à R, G égale à Z, bien sûr, est un fermé de R. Donc démonstration, si A égale 0, c'est évident. Si A est différent de 0, si A est différent de 0, au passage, AZ c'est égal à moins AZ, donc on peut choisir A positif. Donc on prend G égale KA, l'ensemble des KA, donc G c'est l'ensemble des KA, K appartenant à Z, et on considère alpha qui n'appartient pas à G. Et on considère la partie entière de alpha sur A. D'accord? Et on peut multiplier par A, puisque A est positif, et donc on obtient ça. Comme alpha n'appartient pas à G, alpha est différent de KA, donc en fait on obtient ça. D'accord? Alors, soit R, le plus petit de alpha moins KA, K plus 1, A moins alpha, il est positif, hein, puisque c'est strict, hein. Soit X appartenant à B alpha R, et bien alpha moins R est inférieur à X, et qui est inférieur à alpha plus R. Mais comme on a ça et qu'on a ça, ça nous fait ça. D'accord? Donc en fait, X est entre KA et K plus 1A, mais c'est exclu. D'accord? Voilà. Et donc la boule de centre alpha et de rayon R, hein, ça c'est quel que soit X appartenant à cette boule. D'accord? Elle va toujours être dans cet intervalle, mais ça exclut ces deux-là. Donc inter-G, inter-AG, eh bien l'intersection va être vide. Donc AG est infirmé. Fonction périodique, f de R vers R, on dit que A appartenant à R est une période de f si on a ça, quel que soit X appartenant à R. Donc 0 est une période de f, on dit que f est périodique si f a une période différente de 0. Si f est périodique continue non constante, alors elle a une plus petite période A positive, et l'ensemble des périodes de f est G égale à Z. Démonstration, 0 appartient à G, si AB appartient à G, alors f de A plus B plus X égale f de B plus X parce que A est une période est égal à f de X parce que B est une période. Donc A plus B appartient à G, et f de moins A plus X est égal à f de moins A plus X plus A, puisque A est une période, et ça fait f de X, quel que soit X appartenant à R, donc moins A appartient à G, donc G est un sous-groupe de R+. D'accord? Voilà. Alors, il n'est pas de R, pardon. C'était R muni de l'addition, je voulais dire. Supposons qu'il soit dense dans R, on prend X appartenant à R, et bien G bar égale R implique qu'il existe une suite à n de périodes donc, qui convergent vers X, et F est continu, donc F de AN va tendre vers F de X, on est une période
Donc AN est une période, donc f de AN est égal à f de AN plus 0, j'écris mal. Hein. Et comme AN est une période, ça fait f de 0. Donc f de AN est toujours égal à f de 0. Donc ici j'ai f de 0 qui tend vers f de x, qui veut dire que f de x est égal à f de 0. Quel que soit x appartenant à R. Donc f est une fonction constante. On a supposé que la fonction n'était pas constante. Donc on a mal supposé, donc G bar, enfin G n'est pas dense dans R. Donc G est de la forme AZ. Et F est, alors AZ on sait que, oui, et F est périodique, donc A n'est pas égal à 0, sinon il n'y aurait qu'une période 0, et elle serait donc pas périodique. Et par ailleurs, comme AZ, c'était la remarque de départ, est égal à moins AZ, on peut choisir A positif, et à ce moment-là, les périodes de F sont des KA appartenant à Z, et parmi toutes ces périodes, la plus petite, il existe une plus petite période strictement positive de F, c'est évidemment A. On continue sur les fonctions périodiques, FG continue périodique non constante de plus petite période positive, alpha pour F, bêta pour G. Alors, si alpha sur bêta est rationnel, F plus G est périodique, sinon F plus G n'est pas périodique. Démonstration, dans le cas rationnel, on a ça, qui est irréductible, donc, enfin on s'en fiche un peu, on va dire. Alpha Q est égal à bêta P, et donc une période de F, hein, puisque alpha est une période de F, alpha Q est une période de F, et bêta P, ben, ça va être une période de G, puisque bêta est une période de G. Donc, si je prends F plus G de alpha Q plus X, qui est égal à F de alpha Q plus X plus G de alpha Q plus X, ça va nous faire F de X. Et ça, c'est pareil que comme alpha Q est égal à bêta P, c'est G de bêta P plus X, qui lui est égal à G de X. Donc ça fait bien F plus G de X, et comme alpha Q est positif, F plus G est périodique. Il se peut que F plus G soit constante. C'est le cas, par exemple, si G est, donc si elle est constante, ça veut dire que G plus F égale constante, donc ça fera G égale K moins F. Alors, c'est le cas, donc si G est égal à K moins F, dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que si, si F est périodique, bon, je sais pas, de période alpha, donc on a dit, bah, on voit que G va être périodique de période alpha, d'accord? Et puis que si G est périodique de période bêta, la F qui est égale à K moins G va être de période aussi bêta. Donc en fait on a alpha égale bêta. Mais alpha égale bêta n'implique pas que F plus G soit constante. Par exemple sinus x plus cosinus x, c'est une fonction 2 qui est périodique mais qui n'est pas constante. Petit 2, alpha sur bêta est irrationnel, soit-il positif une période de F plus G. Donc on suppose là que F plus G est périodique. Donc on a ça. D'accord? On prend phi, qui à x fait correspondre f de x plus t moins f de x. Et bien, comme f de x plus t plus g de x plus t est égal à f de x plus g de x, on a cette égalité. D'accord? Phi de x plus alpha est égal à f de x plus t plus alpha moins f de x plus alpha est égal à f de x plus t moins f de x est égal à phi de alpha. Et de même, phi de x plus bêta, qui est égal à g de x plus bêta moins g de x plus t plus bêta, va être égal à g de x moins g de x plus t égale phi de x. Donc alpha et bêta sont deux périodes positives de phi. Si phi n'est pas constante, sa plus petite période positive est t0. Hein, on sait qu'il en admet une, parce que ce f plus g est continu. D'accord, donc continu, périodique, non constante, donc on a ça, et donc on va avoir ça, d'accord, avec K et bêta qui appartiennent à n étoile, voilà. Donc ça va nous faire ça, ce qui est impossible, donc phi est non constante, donc phi est constante, voilà, donc phi est constante. Donc phi de x est égal à k, quel que soit x appartenant à R. K, ça appartient à R. Donc ça veut dire que f de x plus t moins f, parce que phi c'était f de x plus t moins f de x. Donc ça veut dire qu'on va avoir ça, quel que soit x. Et comme phi de x était aussi égal à ça, qui est égal à k, ça veut dire qu'on va avoir ça, quel que soit x.
On fait une récurrence facile et on voit que f de x plus nt est toujours égal à f de x plus nk, quel que soit x appartenant à R et quel que soit n appartenant à n. En effet, c'est vrai pour l'ordre 0, parce que f de x est égal à f de x. C'est même vrai pour l'ordre 1, parce que f de x plus t est égal à f de x plus k, parce que f de x... oui, f de x plus t est égal à f de x plus k, voilà. Alors, supposons que ça soit vrai à l'ordre n, f de x plus n plus 1t, ça va faire f de x plus t plus nt, et là j'applique le résultat, ça va faire f de x plus t plus nk. Et f de x plus t, c'est f de x plus k, donc ça fait bien ça, donc théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Et donc on a toujours ça. Si k est différent de 0, alors la limite va être égale à plus ou moins l'infini, suivant que k est positif ou négatif. D'accord? Mais ça, en fait, c'est une situation impossible parce que f est périodique. Donc f de R, c'est pareil que f de 0 alpha. Si vous voulez, f prend toutes ses valeurs entre 0 et alpha parce que alpha est une période. Et f est continu sur R. Donc en plus, ça va être borné sur 0 alpha. Là, j'utilise des résultats d'analyse. Donc, elle va être bornée sur R, et ce qui est en contraire à la limite de ça qui est égale à plus l'infini. Donc ça veut dire que k est égal à 0. Et dans ce cas-là, ça veut dire que f de x plus t est égal à f de x quel que soit x, et g de x plus t est égal à g de x quel que soit x. Donc t apparaît comme une période de f et une période de g. Donc va être égal à k alpha et aussi à n bêta. Ce qui veut dire que alpha sur bêta va être égal à n sur k, donc qui appartient à q. C'est impossible. Donc ça veut dire que au tout départ, on a supposé quelque chose de faux. Et nous, on avait supposé que f plus g était périodique. Donc f plus g n'est pas périodique.